République démocratique du Congo, pays à multiples enjeux. On ne parle pas simplement des enjeux politiques, mais aussi sécuritaires et économiques. Des questions essentielles qui touchent justement à sa survie en tant que nation, à sa souveraineté en tant qu'État. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous tenir ce plateau dossier d'État parce que nous parlerons justement de ce grand pays, le nôtre, la République démocratique du Congo. Et ce sera avec un jeune qui s'incruste un tout petit peu dans cette classe politique qui s'est fait novateur. Il est auteur, porteur d'un concept que j'apprécie personnellement, la démocrature. Chaque intervention venant de lui, chaque argument avancé sur différents plateaux de télévision augure justement la perception d'une jeunesse, d'une élite qui vient prendre place là où la niaiserie avait dominé notre classe politique. Je parle d'un jeune aujourd'hui qui se distingue de par son expression, de par ses convictions politiques. Oui, il incarne justement le changement. On va discuter de tout. On va parler de la politique, mais surtout de lui-même. Qui est-il? D'où vient-il? Comment a-t-il fait pour être aujourd'hui un acteur clé du discours politique? Je le reçois sur ce plateau, il s'appelle Manix Yenda. Il va faire à son entrée. Maître Manix Yenda, bonjour, bienvenue. Bonjour et grand merci. Merci beaucoup pour le compliment. Maître Manix Yenda, comment êtes-vous passé de celui qui critiquait farouchement Félix Tshisekedi à un admirateur de son pouvoir? Parce que la critique n'est pas une profession pour un acteur politique. La critique n'est pas un métier. La critique est une manière pour évaluer les acteurs politiques, surtout les gestionnaires de la res publica. Est-ce que cette attitude ne constitue pas ce qu'on a toujours décrié des transhumances politiques? Hier, on accule telle personnalité, aujourd'hui, on devient son admirateur. Ne voyez-vous pas que c'est de la transhumance un tout petit peu politique? Je sais que les Congolais ont tendance à ramasser le mot, les vocables, et quand ça reste braqué dans la tête, on utilise le mot à temps et à contre-temps. Si je pose même la question à beaucoup de gens qui utilisent le terme transhumance, d'où viennent ces mots transhumance, ils ne le savent pas. Simplement parce qu'ils ont entendu dans l'échiquier politique transhumance dans le sens de disqualifier certains, de jeter les discrédits sur certains, d'accorder un discours de mépris et même de dédain à l'égard de certains, ils ont utilisé ces termes. Bon, vous parlez de la transhumance. Est-ce qu'il s'agit de la transhumance d'un homme, personne physique, qui tend d'un lieu X vers un lieu Y, ouais. Ou il s'agit de la transhumance des idées? S'il s'agit de la transhumance des idées, alors je serais très content parce que l'homme est appelé à évoluer. Vous avez parlé de la critique, je vous ai dit au prologue de mon intervention, la critique n'est pas un métier, la critique n'est pas une profession. Alors parlons-en. Vous êtes un homme, vous êtes un mari, vous êtes un époux. Vous reprochez souvent à votre femme du fait de rentrer à la maison tard. Après vos reproches, la femme a décidé de rentrer à la maison à 12 heures, à 11 heures. Alors vous, parce que vous l'avez critiquée, vous devez continuer à la critiquer aussi longtemps. Cette femme a pris le soin de s'amender, de se corriger. Je ne pense pas. Donc d'après Manix Yenda, Félix Tshisekedi a pris le temps de se corriger. Non, mais si on l'a critiqué à cause de l'hôpital Mamaemou, et aujourd'hui vous savez ce que c'est l'hôpital Mamaemou, à quoi bon de continuer à le critiquer sur ce point? Si on l'a critiqué parce que les universités n'existent pas, aujourd'hui vous avez l'UPN, remis en état, vous avez l'université de Kinshasa, l'université de Kananga, l'INBTP Kinshasa, l'université de Kolwezi, vous avez des aéroports, vous avez 2 entreprises créées, vous avez un taux d'investissement élevé parce que nous avons attiré les investisseurs vers le marché économique national. Pourquoi devons-nous continuer à critiquer? Et vous avez aussi la paye tardive des fonctionnaires de l'État. Mais ça, c'est un point qui peut faire l'objet d'un grand débat. Très bien. Si vous voulez, on en parle, mais je pense que votre question a été directe. Je vous réponds, la critique n'est pas une profession. Installez-vous, Manix Yenda. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. Manix Yenda,
Vous êtes très connu, justement, les gens vous suivent, les gens parlent beaucoup de vous. Il y a ceux-là qui sont vos admirateurs, ils sont tellement flattés par chaque argument que vous avancez sur différents plateaux de télévision. Aujourd'hui, vous devenez parmi les grands communicateurs, si pas de l'union sacrée, mais du pouvoir en place. Les gens aimeraient un tout petit peu découvrir qui est Manix Yenda, qui êtes-vous, d'où venez-vous, comment avez-vous fait pour vous construire cette image que les gens ont aujourd'hui de votre cursus. Manix Yenda est un Congolais de père, de mère, de souche, de l'âme et de l'esprit. Originaire de la province de la Chopa, le Grand Équateur. Manix est un porteur d'un diplôme de droit à l'université de Kinshasa. J'ai fait la spécialité de droit constitutionnel, le droit public. Manix est un acteur politique. Manix est un conférencier national, Manix est un auteur et Manix est un père de famille, marié et père de 2 enfants. Voilà. Manix Yenda, comment avez-vous fait pour devenir aujourd'hui, pour être aujourd'hui très orienté sur des questions politiques? Que vous dit la politique? Quand vous parlez de la politique, quand vous voyez le concept politique, ça vous renvoie à quoi en fait? La politique, c'est une responsabilité sacrée. La politique est un sacerdoce. C'est un apostolat. La politique s'est définie comme la responsabilité de pouvoir apporter des solutions aux problèmes de la communauté. Et donc, c'est lui qui accepte de nager dans cette arène politique, allais-je dire, et c'est lui qui doit se considérer comme capable d'apporter des solutions aux problèmes de la communauté. Et moi, je l'ai accepté en tant qu'acteur politique pour effectivement apporter ma pierre d'édifice, comme l'hymne national de notre pays l'a dit, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Et donc, on ne peut pas bâtir un Congo fort, on ne peut pas bâtir un Congo prospère, un Congo de progrès, un Congo d'émergence économique si on ne se considère pas au départ comme des bâtisseurs. Et je l'ai accepté parce que c'est en étant politique, c'est en étant gestionnaire que nous pouvons effectivement bâtir. Et qu'est-ce qui a poussé Manix Yenda de se jeter justement dans la politique? A-t-il une source d'inspiration, un personnage, une personnalité politique qui l'a poussé justement à se donner à fond dans la matière politique? Effectivement, j'ai quelques personnages référentiels qui constituent aujourd'hui pour moi des paradigmes de gestion, des miroirs que je regarde pratiquement tout le jour. Et c'est des gens qui m'inspirent. C'est vrai, c'est des personnages que je n'ai jamais vus physiquement, mais que j'ai lus, que je me suis approprié leur combat, en l'occurrence Patrice Emery Lumumba, en l'occurrence Nelson Mandela Madiba. Vous avez les personnages français Nicolas Sarkozy, surtout pour l'art oratoire, et vous avez Barack Obama pour l'attitude et les charismes politiques. Et l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, n'est-il pas une source d'inspiration politique pour vous? Non. Pourquoi? Non, mais parce qu'il ne figure pas parmi les 4 personnes que je viens de dire. C'est quelqu'un que j'admire, que j'apprécie, et surtout que j'épouse en termes de vision. Vision de gouvernance et de leadership pour transformer. Mais est-ce que la vision justement de gouvernance de Félix Tshisekedi ne peut pas être une source d'inspiration pour Manix Yenda demain, peut-être quand il sera appelé à des grandes responsabilités étatiques? Non, mais avoir une source d'inspiration et faire de quelqu'un un modèle sont 2 choses différentes. Je peux m'inspirer de la qualité, de l'abnégation, de l'engagement, de la détermination de M. Tshisekedi sans pour autant qu'il soit un modèle référentiel en termes de profil politique pour mon combat et ma lutte. Je vous ai dit, j'admire, j'épouse la vision de Félix Tshisekedi sans pour autant être un modèle référentiel en termes de personnage politique pour Manix Yenda. Très bien, Manix Yenda, on va justement parler des questions d'actualité. Justement, on va un peu effleurer cette question de l'accord politique, économique et sécuritaire entre la RDC et les Américains et les États-Unis d'Amérique. Pensez-vous, aujourd'hui, Félix Tshisekedi se donne sur la bonne voie en concluant des accords avec des Américains qui visent justement les minerais critiques de la République démocratique du Congo? Je me suis toujours posé la question.
Essayons d'imaginer un tout petit peu de nos minerais sans le partenaire extérieur, de nos minerais sans ces genres d'accords. Vous saviez que notre économie est aujourd'hui dans un effondrement qui ne dit pas son nom. Hier, l'économie congolaise a été tenue par la production minière, notamment de la Gécamine, avec le relais, la SNCC, qui faisait pratiquement le transport en termes de tonnage de nos minéraux. Et ces deux entités économiques tenaient plus de 65% de l'économie congolaise. Mais aujourd'hui, la Gécamine ne produit plus. Mais comment la RDC vit des parts ces secteurs miniers? Nous vivons grâce à la redevance. Pourquoi? Parce que nous avons mis en place une politique d'attirance aux investisseurs. Les investisseurs viennent, les Chinois, les Américains, etc. Ils investissent sur le terrain minier congolais et la RDC tire ses dividendes à travers les redevances minières. Cela est une politique. Même si ça n'aide pas le pays à décoller à grande échelle, parce qu'on parlerait de la force de notre pays grâce à sa capacité de productivité économique nationale, surtout sur le secteur minier. Ça veut dire contracter avec les États-Unis, faire de partenariats de développement n'a jamais été un péché pour un État. Ça fait partie d'ailleurs du volet diplomatique dans son aspect économique. Parce que sur le plan de la diplomatie, on parle de la coopération. La coopération qui se fonde notamment sur ces genres d'accords économiques pour permettre à ces deux pays, parce que l'accord peut être bilatéral ou multilatéral, selon le cas, mais l'essentiel c'est de profiter à ces États qui sont au cœur de cet accord, de tirer les intérêts à travers les 10 accords. Mais ce qui est beaucoup plus important, le président Tshisekedi avait insisté sur les caractères synalagmatiques de tout le contrat que la RDC désormais va contracter sous le leadership de Félix Tshisekedi. Il a parlé effectivement d'un contrat gagnant-gagnant, un contrat d'obligation des réciprocités. Vous avez besoin de nos minéraux, nous avons besoin de drones. C'est plus clair que ça. Vous avez besoin de nos minéraux, nous avons besoin de routes. Vous avez besoin de minéraux, nous avons besoin des industries. Je pense que dans ces volets-là, si la RDC se maintient dans ces caps de contracter avec, pas seulement les États-Unis, d'autres partenaires qui arriveront dans un sens d'imposer le principe de la réciprocité, je pense que le Congo tirera profit dans ce genre d'accords. Est-ce que la RDC a bien préparé ce projet de coopération économique avec les Américains tout en évaluant un peu la valeur de tous nos minéraux qu'il faudrait proposer par exemple aux Américains en échange de technologies, de tout ce qu'ils peuvent nous apporter en termes de développement? Mais la RDC comme un pays a des répondants. Nous avons un ministre qui s'occupe de cette question de mines. Nous avons... Parce qu'aujourd'hui, il se pose un problème. La RDC a un dossier avec une agence américaine qui voulait justement avoir la cartographie géologique de la République démocratique du Congo et qu'aujourd'hui, les archives basées ou gardées au niveau du musée des Tervurennes posent problème et que la Belgique aujourd'hui ne veut même pas remettre à une agence privée des archives liées au secteur minier de la République démocratique du Congo à des agences privées et que la Belgique propose de travailler justement avec la République démocratique du Congo pour avoir possession de ces archives parce que les Américains veulent de nos minéraux, mais il se pose un problème, la cartographie. Comment est-ce que la RDC a engagé, le Félix Tshisekedi a engagé la RDC dans un contrat minier au moment où il se pose un problème sérieux en termes de cartographie? Parce que s'il faudrait proposer des minéraux aux Américains, ce serait quels minéraux, dans quel site? Je pense que cette question relève de l'héritage historique de notre pays, nos relations avec la Belgique. Vous savez, l'histoire de ce Congo, avant que nous devenions un État au vrai sens du terme, la RDC était une propriété privée d'un sujet belge à cette époque. Ce qui voudrait dire le Belge déjà avait une certaine ascendance sur les coins les plus stratégiques sur le minerai du Congo et c'est par là qu'ils ont le monopole sur la cartographie de la RDC. Mais de cette époque jusqu'à aujourd'hui, la RDC est dans son émancipation qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, nous sommes un État et non une propriété privée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'ailleurs? Le sol
et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. Mais une émancipation privée d'archivage intéressant comme ça en non, mais du secteur minier. Je pense que la gestion de la cartographie minière de la RDC relève de la compétence et de l'apanage exclusif des autorités congolaises. Okay. Sinon, je ne sais même pas pourquoi il faudrait parler de la Belgique, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas, ou nous ne sommes plus sous l'hégémonie belge. La RDC est un État indépendant qui exerce sa souveraineté sur toute l'étendue du territoire national. Et donc, tout partenaire qui viendra avec l'idée de contracter sur le secteur minier, il n'a qu'à passer par la voie de la RDC pour avoir toutes les indications possibles et définir le clause et afin de profiter sur le dit contrat. Et à ce jour, la RDC a vraiment des informations correctes sur sa cartographie minière. Mais bien sûr que oui, je vous ai dit qu'il y a des répondants. Nous avons un ministre de mines qui existe. Nous avons un ministre des Affaires foncières qui existe. Nous avons un ministre des Affaires étrangères des Affaires intérieures qui existe. Nous avons des répondants de gens qui connaissent l'histoire du sol et du sous-sol de notre pays. Je vous ai dit la voie la plus plausible pour contracter avec la RDC, cette voie-là, c'est la voie des autorités, des officiels du Congo. Que dit Mani Sienda de ceux qui pensent que Félix Tshisekedi, à travers cette coopération économique et sécuritaire avec les Américains, serait en train de brader justement les minéraux de son pays au profit d'une paix de façade, au profit peut-être de la tête de Paul Kagame? Non, mais vous savez déjà ma réponse, parce que c'est lui qui veut brader. Les minéraux n'exigeraient pas le principe de la réciprocité. Peut-être le principe de la réciprocité ne résulte qu'au niveau des documents, mais en termes de rapport de force, les Américains auront toujours une certaine ascendance sur cette mais est-ce que vous savez ce qui est au cœur même de l'agression rwandaise contre le Congo? C'est effectivement autour des enjeux miniers. Parce que depuis un temps, la RDC agit au second degré sur tout ce qui concerne les intérêts miniers de notre pays. Quel est le rôle en réalité du Rwanda sur le minerai du Congo? Quel est le rôle de multinationales qui s'installent dans notre pays sur les minéraux du Congo? Et donc aujourd'hui, Tshisekedi essaye de définir une nouvelle ligne. Et c'est ce qui même dérange le Rwanda. Tshisekedi veut mettre de côté tous ces États qui se considéraient comme des États ponts, qui permettent à certaines multinationales qui viennent par de voies irrégulières afin de piller, je ne parle même pas d'exploiter nos minéraux, mais plutôt de piller de manière irrégulière nos minéraux. Et c'est grâce à la nouvelle ligne, à la nouvelle donne de Tshisekedi qu'aujourd'hui on parle d'un contrat gagnant-gagnant. Si vous avez besoin d'investir au Congo, vous ne pouvez qu'à passer par les voies de la République démocratique du Congo. Je vous ai dit, nous avons des répondants, nous avons des organes, nous avons des entités administratives qui peuvent traiter ces genres de questions. Et donc, Tshisekedi est dans la bonne voie et je pense que si nous maintenons cette dynamique, la RDC, dans le jour qui arrive, dans les années qui arrivent, pourra recouvrir sa force en tant qu'un État économiquement indépendant. Est-ce que cette coopération Washington-Kinshasa pourrait contribuer justement à la fragilisation du régime de Kigali et peut-être favoriser un départ précoce de Paul Kagame? Mais pourquoi pas? Et donc à quel niveau par exemple? Mais Kigali, vous le savez, Kigali a toujours nourri son économie de par les mamelles de la RDC. Kigali s'est toujours comporté comme un État commissionnaire, un État pont, qui profite effectivement de nos pillages, qui crée de la désolation sur le territoire congolais en insérant des zones d'insécurité pour que certaines multinationales viennent piller et le Rwanda profite au final. Et donc aujourd'hui, le fait que la RDC, je vous ai dit, le fait que le président Tshisekedi, avec sa nouvelle politique, de redéfinir les nouvelles donnes économiques du pays, le Rwanda ne pourra plus profiter. Et c'est même ça l'essence de la guerre entre Tshisekedi et Paul Kagame. Parce que Tshisekedi veut, si vous avez besoin, si les États-Unis ont besoin des minéraux du Congo, passez par les responsables, qui est le président de la République. M. Kagame n'est pas le président de notre pays. Les autorités rwandaises ne doivent pas agir au nom et pour le compte
de la RDC. Et ça, je pense que c'est une défense légitime. C'est la position d'un État et d'un président qui veut simplement prévaloir les intérêts de son pays. Et je pense que nous devons accompagner le président dans cette logique-là. Un Kagame qui traite Tshisekedi d'enfant gâté de la communauté internationale, est-ce un aveu d'échec ou une confession de vouloir simplement dire « Tiens, Tshisekedi me vole la vedette au niveau de la Maison-Blanche ». J'apprécie beaucoup vos vocables. Un aveu d'échec, ouais. Une confession, je dirais oui. Parce que vous allez voir qu'à l'avènement du président Tshisekedi à la tête du pays, Ouais. les donnes diplomatiques ont sensiblement changé. Ok. Souvenez-vous, le pays a été affligé sous une sanction à l'apparence d'un embargo pratiquement du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a soumis la RDC dans un régime de notification préalable d'achat d'armes. Pour un État qui est permanemment victime des agressions de pays convoiteurs, on ne peut pas l'interdire d'acheter des armes. Donc, et c'est on grâce à privait la RDC la possibilité de se défendre. Et aujourd'hui, ces régimes-là ont été supprimés Ok. grâce à la dynamique diplomatique du président Tshisekedi. Ok. Aujourd'hui, on bénéficie d'une résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est grâce à la politique dynamique, à la politique diplomatique de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous sommes membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ce qui explique effectivement les dynamismes diplomatiques du président Tshisekedi. Vous savez, même en termes de narratif, autrefois, certaines nations partenaires à la RDC, en l'occurrence la France, et même les États-Unis, avaient du mal à reconnaître le Rwanda sous son statut d'agresseur du Congo. Il a fallu que le président Tshisekedi insiste du haut de la tribune des Nations Unies, insiste dans le concert des nations pour que cette thèse-là soit acceptée dans le concert des nations. Et donc aujourd'hui, sur le plan diplomatique, M. Kagame est pratiquement à côté de la plaque et Tshisekedi gagne le terrain. Et je pense que dans le jour ou les années qui arrivent, la RDC pourra se repositionner dans une posture d'un État fort au cœur de l'Afrique centrale et d'un État qui va devoir prévaloir de tous ces tarifs des valeurs, surtout en ce qui concerne le minerai, pour imposer son veto au niveau de l'Afrique. Et donc aujourd'hui, Kagame est pratiquement par terre. Malik Sienda, on va parler un tout petit peu justement de la politique américaine. Pensez-vous aujourd'hui que Félix Tshisekedi est ancré dans l'administration Trump ou dans la politique vraiment américaine? Parce que le risque serait, si aujourd'hui Donald Trump était sorti du pouvoir et qu'il y aurait un président qui ne vient pas pérenniser la politique de Trump, ne voyez-vous pas que Félix Tshisekedi pourra perdre tout ce qu'il est en train d'investir aujourd'hui comme politique avec l'administration Trump? Donc vous voulez dire que M. Trump, en tant que président des Américains, agit selon ses grés, selon sa propre volonté, sans tenir compte de l'administration américaine. C'est ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que M. Donald Trump prend des décisions sans pour autant engager le Parlement américain. Vous voulez dire que M. Donald Trump est en train de poser des actes, non pas pour les intérêts des Américains, mais plutôt pour ses intérêts personnels. Je ne pense pas. Les États-Unis, c'est un État sérieux. C'est quand même un pays sérieux, et on le sait. Et je pense que lorsque un pays aussi sérieux comme les États-Unis essaye de contracter ou de développer une certaine coopération diplomatique avec la RDC, il y a de quoi à considérer ce genre d'approche. Et peut-être les résultats ne seraient pas immédiats, mais il faut observer un temps. Vous verrez des résultats dans le cadre de cette coopération entre la RDC et les États-Unis. Les sanctions américaines contre l'armée rwandaise, est-ce le fruit de la diplomatie de Félix Tshisekedi ou simplement le constat américain sur terrain de voir que l'armée rwandaise continue de piluler justement les tensions sécuritaires au niveau de la partie orientale de la RDC? Je suis convaincu qu'en posant cette question, vous avez déjà la réponse. C'est grâce aux efforts diplomatiques de l'État congolais. Je vous ai dit, hier, le narratif était tout autre. Ouais.
Vous vous souvenez encore du discours du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, au sujet du M23? Il disait, ces groupes rebelles portent des armes sophistiquées que la RDC ne pouvait pas tenir. C'est un discrédit sur un État. C'est de l'opprobre qu'il a jeté sur le Congo. Mais aujourd'hui, le discours a changé. Lui qui est secrétaire des Nations Unies, par rapport à l'organe aussi important des Nations Unies qu'on appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui prend des décisions, qui prend des résolutions à caractère contraignant à l'égard des États indiqués. Et aujourd'hui, nous connaissons la position du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, si nous nous sommes arrivés à ce point, c'est parce qu'au départ, il y a un travail qui a été bien fait. Et pour ça, nous devons, sans embâche, jeter le dévolu. Et quelles seront les conséquences, selon Manik Sienda, de ces sanctions américaines sur les hauts responsables de RDF? Les sanctions, je pense que c'est vrai, les sanctions diplomatiques à l'égard des États ont toujours un caractère unilatéral. Vous savez les degrés d'intérêt que le Rwanda a vis-à-vis des États-Unis. Très généralement, ces généraux-là ont des parts, ont des comptes en banque, ont des biens aux États-Unis. Et lorsque les sanctions arrivent, souvent, ça se transforme à des sanctions au sens de gel de biens, par exemple, interdit d'accès au sol américain, etc. Et c'est des sanctions, en fait. Ça veut tout simplement dire... Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences économiques, par exemple, la privation de la politique rwandaise de coopérer avec certaines ça, par exemple, déjà que le Rwanda aujourd'hui n'a pas un très bon profil en tant qu'un État qui peut initier une démarche économique avec les États-Unis. Il n'est pas éligible, il n'a pas un profil requis. Pourquoi? Parce qu'aux yeux des États-Unis, le Rwanda est un État rebelle. Le Rwanda est un État voyou. Et donc, ces sanctions-là profitent effectivement à la RDC parce que ça fragilise l'ennemi et ça met l'ennemi dans une situation de difficulté, tant sur le plan politique que sur le plan diplomatique. Très bien, Manik Sienda, on va parler un tout petit peu du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va parler de sa diplomatie. Quel parallélisme faites-vous de la diplomatie Tshisekedi et de la diplomatie Joseph Kabila? C'est comme si vous me demandez de parler ou de comparer la diplomatie d'inertie à une diplomatie agissante. Mais quand même. Et c'est quand même très clair. Et les indicateurs sont là. Si aujourd'hui on parle de la diplomatie agissante, une diplomatie qui bouge, c'est parce que hier nous étions dans une diplomatie d'inertie, d'une diplomatie inamovible, d'une diplomatie qui ne bougeait pas. Une diplomatie d'inertie alors que cette diplomatie a permis de Félix Tshisekedi d'hériter un pays sans agression, non, mais sans rébellion. Tshisekedi n'a pas hérité un pays grâce à la diplomatie d'inertie de Joseph Kabila. Tshisekedi a hérité le pays grâce à la décision populaire du peuple. On parle de mandat. On parle de transfert de mandat, on parle des urnes, on parle des élections, on parle du peuple en tant que souverain primaire. On ne parle pas du vœu individuel de Joseph Kabila. Et donc... À quel niveau se situe l'inertie de la diplomatie Kabila? Non, mais selon Manik Sienda, vous n'avez qu'à comparer les points positifs de la diplomatie sous Joseph Kabila. Joseph Kabila, avec sa diplomatie, il a mis fin à la guerre, comme le vantent ses adeptes. Joseph Kabila a mis fin à la guerre avec le stylo, que ce soit avec CNDP, M23 en 2013. Je vous ai parlé de beaucoup de choses tout à l'heure. La suppression d'un régime de notification d'achat d'armes, c'est sous Tshisekedi quand même. Ce n'est pas sous Joseph Kabila. Depuis quand Joseph Kabila ne serait-ce que présider l'Union africaine en tant que président de la République démocratique du Congo? Ça ne s'est jamais fait. C'est sous Tshisekedi, malheureusement. Depuis quand Joseph Kabila a introduit la RDC dans le panthéon de grandes nations qui siègent dans le Conseil de sécurité des Nations Unies? C'est seulement dans la période de Félix Tshisekedi. Depuis quand Joseph Kabila a bénéficié d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies? Et d'ailleurs, dans l'histoire du Congo, il n'y a que 3 périodes
où 3 fois la RDC a bénéficié d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. 2 fois sous Mobutu, 1 fois sous Tshisekedi. Et donc aujourd'hui, lorsque vous voulez comparer les 2 modèles diplomatiques, je réitère mes mots et mes termes, il s'agit d'une diplomatie d'inertie sous Joseph Kabila et une diplomatie agissante sous Félix Tshisekedi. Mais une diplomatie d'inertie qui a pu réunir des grands chefs rebelles autour d'une table, arriver à organiser, arriver par exemple à obtenir un gouvernement de 1+4, c'était grâce à cette diplomatie que vous traitez d'inertie. Non, mais cette diplomatie d'inertie a mis fin à plusieurs poches de rébellion en République démocratique du Congo entre 2001 et 2006. Non, ne faisons pas de l'amalgame, s'il vous plaît. Ouais. Il y a quand même une grande démarcation entre les politiques internes et la dimension diplomatique. On parle de la diplomatie. Les initiatives du dialogue inter-congolais, ça relève de la dimension nationale. C'est les politiques internes, c'est la gestion interne du pays. Ok, lorsque Kabila a réuni tout le protagoniste, les rebelles, autour d'une table, en créant une formule de gouvernance qu'on n'a jamais entendue et vue dans le monde, 1+4, Joseph Kabila avec les 4 vice-présidents. Ça fait partie de l'aspect interne. Ça n'a rien à voir avec la diplomatie. Maintenant, si vous voulez que nous entrions sur le plan interne et évaluer la qualité de gouvernance de Félix Tshisekedi par rapport à Joseph Kabila, je suis très prêt et je voudrais d'ailleurs vous inviter à décrypter chaque secteur de la vie nationale pour voir la différence en termes de gouvernance et de leadership entre Tshisekedi et Joseph Kabila. Si vous prenez seulement, pour qu'on en parle directement d'ailleurs, l'indicateur ville-province de Kinshasa, en termes de route, entre Tshisekedi et Kabila, qui a plus construit de routes. Je prends seulement ville-province de Kinshasa comme capitale. Vous avez connu la route Rocade sous Kabila. Vous avez connu la route Elengesa. Mais sous Kabila, on a connu le boulevard du 30 juin. On a connu le boulevard Lumumba. Le boulevard du 30 juin a existé. On a connu l'avenue du tourisme. Non, mais vous parlez de quoi, s'il vous plaît? Vous parlez d'un boulevard qui a existé bien avant l'avènement de Joseph Kabila. Mais l'élargissement de ce boulevard, c'est grâce à Joseph Kabila. Est-ce que vous imaginez l'impact d'une route qui n'a jamais existé, une route qu'on a créée pour désengorger la ville et créer un circuit routier qui permettrait effectivement à une véritable transaction, surtout de biens qui passent par le grand camion qui viennent des Matadi d'une part, ou encore le grand camion qui viennent de Bandundu de l'autre part. C'est comme ça que je vous parle de la route Rocade. Et d'ailleurs, en parlant de la route Rocade, vous savez d'où vient le résultat même qui nous a permis à construire cette route? C'est effectivement le contrat chinois. Oui. Maintenant, le contrat chinois évalué sous Joseph Kabila. Tous les indicateurs au profit de la RDC. C'était prévu de construire autant de kilomètres de route en contrepartie des minerais exploités par la partie chinoise. Cela n'a jamais été fait. C'était prévu de construire 2 aéroports dans le cadre du contrat chinois. Cela n'a jamais été fait. C'était prévu de construire une barrage hydroélectrique dans le cadre du contrat chinois. Cela n'a jamais été fait. Il a fallu que Tshisekedi arrive pour imposer, une fois de plus, le principe de la réciprocité. Les gagnants-gagnants. Et aujourd'hui, la route Rocade, c'est le fruit d'une gouvernance de qualité attachée au contrat chinois sous Félix Tshisekedi. Cela constitue un indicateur de comparaison entre Tshisekedi et Joseph Kabila. Alors, laissez-moi vous parler des universités. Allez-y. J'ai parié que vous avez fait l'université de Kinshasa. À moins que je me... J'ai fait l'université pédagogique nationale. Voilà. À l'époque où les hommes n'existaient même pas. Voilà. Regardez l'UPEN sous Kabila. Regardez l'UPEN sous Tshisekedi et faites la comparaison. Regardez l'UNIKIN sous Kabila. Regardez l'UNIKIN sous Tshisekedi et faites la comparaison. C'est plus simple que ça. Vous savez pourquoi aujourd'hui les étudiants ne marchent pas? Ça fait pratiquement 7 ans de gestion que Tshisekedi est à la tête de ce pays. Aucune marche, aucune protestation des étudiants. Parce que les étudiants sont conscients. Je me rappelle encore, lorsque Tshisekedi était venu, lorsqu'il a pris la décision de déloger tous les étudiants qui étaient au HOM, les étudiants étaient mécontents. Les étudiants n'étaient pas d'accord. Moi, je sais ce que c'est le HOM.
Et je sais ce que c'est un phénomène qui a élu domicile, notamment au campus de l'université de Kinshasa, le phénomène Home 40. Parce que les étudiants n'avaient pas de toilettes. À peine ils faisaient leurs besoins dans la brousse. Et Tshisekedi est venu. Il a remis en état le home des étudiants. Allez regarder comment les étudiants vivent aujourd'hui. C'est un indicateur de comparaison. Et donc aujourd'hui, comparer les 18 ans de gestion de M. Kabila et les 7 ans de gestion de Tshisekedi, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Tshisekedi a beaucoup fait dans un laps de temps. Mieux que Kabila. Mais bien sûr que oui. Je ne vous dis pas de discours unitaire. Kabila qui, le ministre Mouyaya avait reconnu que Kabila avait construit plus de routes en peu de temps que Joseph Désiré Mobutu en 32 ans. Kabila nous a laissé Transco. Kabila nous a laissé comment on appelle quand même, il nous a laissé le parc agro de Bukangalonzo. Non, mais vous vous manquez du peuple congolais ou quoi? Kabila, s'il vous plaît, ayez un minimum. Kabila a laissé une armée structurée reconnue lui-même par Félix Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi lui-même, il avait reconnu qu'il a trouvé une armée structurée. Mais qu'est-ce qu'on n'entend pas? Vous savez, le mal avec le Congolais, c'est que les Congolais sont trop émotifs, surtout au terme. Lorsqu'on emploie un terme, le Congolais s'y attache et il reste déçu. Lorsqu'on dit on a trouvé une armée structurée, qu'est-ce que ça veut dire? La structuration de l'armée, c'est par rapport à l'architecture de l'armée. C'est-à-dire on a trouvé l'armée avec toutes les unités, tout le bataillon, tout le régiment. Effectivement, ça existe, ainsi que certaines écoles. Mais la structuration prend en compte aussi les conditions de vie. Non. La rémunération. Non. Les soldes que les militaires pas du tout. Dans la structuration, non. Vous la prenez simplement au sens architectural. Non, mais la structuration, c'est l'essence architecturale de l'armée. C'est ce que Tshisekedi a trouvé. Mais en termes de contenu, les traitements salariales de nos militaires, c'est comme ça que le président même a raison de le considérer comme des clochards. Est-ce que les militaires avaient même des écoles pour leurs enfants dans le camp militaire? Les hôpitaux dans le camp militaire? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Même en termes de contenu en ce qui concerne les dispositifs matériels. Quand est-ce qu'on a acheté des drones? Non, mais dites-moi, quand est-ce qu'on a acheté le drone? C'est sous Kabila ou sous Tshisekedi? Quand est-ce qu'on a augmenté le budget pour l'armée? Kabila nous a laissé avec un budget de combien? À peine 400 millions de dollars pour l'armée. Et aujourd'hui, nous dépassons le cap de plus de 1 milliard de dollars pour l'armée congolaise. Kabila laisse un budget de 400 millions pour l'armée et il a laissé Goma et Bukavu sous la gestion des Kinshasa. Non, mais c'est parce que Kabila et Kagame, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. C'est plus clair que ça. Est-ce que vous savez que dans ce pays, il y a un directeur général de la DGDA à la tête d'une grande entreprise publique de notre pays, mais un sujet rwandais, sous Kabila. Il est mort, il a laissé son testament, ne m'enterrez pas au Congo. Il a été enterré à Kigali, vous le savez. Il était DG à la DGDA. Ça veut dire que Kabila était à la merci de Paul Kagame. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un discours où Kagame disait « Rien ne se passe au Congo sans que le Rwanda ne soit au courant ». Il a dit ça quand? Pendant que Kabila était président de la République. Aujourd'hui, des gens comme de Roubaix-Roy ne peuvent pas porter la responsabilité dans un ministère au sein de notre gouvernement. Non, ce n'est pas possible. Et donc, lorsque vous me parlez d'un semblant de paix entre Kabila et Kagame, eh bien, je vous le concède. Parce que Kabila et Kagame, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Pourquoi le front Congo-Rwanda n'a jamais été manifesté sous Joseph Kabila? C'est parce que Tshisekedi a exprimé le côté congolais. C'est parce que Tshisekedi veut préserver les intérêts du Congo. C'est comme ça que nous en sommes là avec le Rwanda aujourd'hui. Ça veut dire que comparer Tshisekedi à Kabila, sous cet angle-là, s'il vous plaît, je vous demanderai simplement d'être congolais. Mais Joseph Kabila, du point de vue de transport, il a laissé Transco avec autant de bus, il a laissé Congo Airways avec une flotte aérienne quand même acceptable et qui servait tous les Congolais aujourd'hui, et Transco et Congo Airways en état de faillite. Non.
Cher ami. Où sont les bus Transco sur les artères de Kinshasa? Où Cher sont ami. les bus Transco sur les routes nationales? Que Cher dirons-nous ami. des Congo Airways aujourd'hui? Cher ami, les bus Transco se promènent. Le bus Transco roule. Le bus Transco continue de desservir le Congolais. Pareil pour Congo Airways. Ouais. C'est vrai. Nous n'avions plus assez d'appareils parce que les appareils achetés par la magouille de Joseph Kabila étaient des appareils d'occasion. Quoi de plus normal, à un certain moment, que ces appareils tombent en panne. Vous voulez dire que c'est... Et en ces temps, quels sont les appareils achetés par Tshisekedi? Allez-y. Le Congo Airways a plus ou moins 3 appareils qui roulent. Disons Air Congo, allais-je dire. Une société de transport de plus. Ça veut dire qu'on avait une seule société de transport qui existait. Tshisekedi est venu, au nom de la continuité de l'État, à ajouter une société de plus. Ce qui est une bonne chose. Aujourd'hui, Congo Airways... Tout en laissant l'autre société privée des appareils. Congo Airways fonctionne, Air Congo fonctionne également. N'est-ce pas? Au profit de la RDC. Il y a une chose que vous avez oubliée en parlant de choses laissées par Joseph Kabila. Ouais. Il faut au moins dire aux Congolais que Kabila nous a laissé Kingakati. C'est ce qu'il a laissé aux Congolais. Ça, c'est un bien privé quand même. Mais voilà, malheureusement, c'est ce qu'il a laissé. Il a laissé un bien privé alors qu'il a géré un bien public. Si lui a laissé un bien, un parc pour lui, un parc privé à lui, pour sa famille, quid alors d'un parc pour le Congolais? Quid alors un parc pour le Congolais? C'est aussi ça le problème. Et donc, ne m'amenez pas dans un débat de comparaison entre Kabila et Tshisekedi. Ça risque d'exciter la sensibilité de tout un peuple. Parce que le peuple n'est pas naïf. Le peuple sait que Tshisekedi est un fils du pays et il se bat pour le pays. Manik Sienda, nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. On va parler justement de cette question cruciale du dialogue intercongolais, ce dialogue, ce nouveau format de dialogue qui est voulu par tous, mais il se pose un sérieux problème. Le cadre de concertation, le lieu où va se tenir ce dialogue, mais justement les acteurs qui vont y participer. D'après Manik Sienda, d'abord, est-ce que le dialogue est une question urgente au regard des enjeux actuels de la gouvernance de la RDC? D'entrée de jeu, je vous dis non. Mais à condition que nous définissions l'objet du dit dialogue. Si l'on veut d'un dialogue qui réunirait le Congolais autour d'une table pour attaquer le Rwanda, je serais d'accord pour ce dialogue-là. Ça veut dire voir Tshisekedi autour d'une table avec Kabila, Fayulu, Matata, Katumbi, Sesanga et tous les autres opposants autour d'une table pour attaquer le Rwanda. Je serais d'accord pour ce dialogue-là. Mais un dialogue sur les questions de gouvernance, c'est inopportun. Un dialogue pendant que les institutions du pays sont stables et fonctionnelles. Je ne vois pas le sens de ce dialogue. Tshisekedi a un mandat de 5 ans. Laissez à M. Tshisekedi de terminer son mandat. La sanction politique que l'on peut donner à un président qui gère le pays sur cutus du peuple, ça s'appelle les élections. Si le peuple ne veut plus de Tshisekedi, le peuple va se rendre aux urnes et choisir. Mais d'après l'opposition de notre pays, il y a eu une crise de légitimité au sein des institutions, des élections. On parle même des simulacres des élections en 2023, les premières élections organisées en 7 jours, ce qui n'a jamais été existé dans l'histoire de la politique mondiale. On dit que Tshisekedi s'est accaparé, a accaparé toutes les institutions de la République en s'offrant une majorité de façade et qu'aujourd'hui il y a corruption, d'après l'opposition congolaise, corruption, des détournements des fonds publics, mais aussi ce problème de tribalisme est décrié dans plusieurs services et institutions de la République. Associé à cela, la tension sécuritaire dans la partie orientale du pays, ne voyez-vous pas que ce sont des questions cruciales, essentielles, qui nécessiteraient justement que les acteurs politiques puissent se réunir quelque part en vue de discuter et voir comment aller vers des solutions durables? Mais soyons pragmatiques. Posons-nous la question, et la simple. Est-ce si on crée un dialogue, les troupes rwandaises vont quitter le territoire congolais? Si oui, comment? Si on crée un dialogue,
Pensez-vous que toutes ces questions d'illégitimité que vous avez évoquées tout à l'heure seraient résolues? Si oui, comment? Pensez-vous que si on se retrouve autour d'une table, dans un format d'un dialogue tel que voulu par les opposants de Tshisekedi, pensez-vous que le tribalisme tel que présenté par nos amis de l'opposition serait résolu? Si oui, comment? C'est même ça. En fait, il ne faudrait pas que les opposants vous amènent dans un débat mystico-métaphysique, un débat où il n'y a que des mots, des phrases, des discours. Non, d'après vous, le dialogue n'est pas une urgence. Non, mais le dialogue n'est pas une urgence. Nulle part dans la Constitution, on vous dit, si le gouvernement n'arrive pas à accomplir sa tâche en tant que gouvernement, il faut se retrouver autour d'une table. Donc le dialogue n'est pas une question constitutionnelle. Non, mais enfin, ça peut être une question constitutionnelle. Mais la Constitution, au travers notamment la loi portant statut de l'opposition politique, qui est une loi organique, ayant frappé par un contrôle de constitutionnalité a priori par la Constitution, cette loi dit, article 16.4, l'opposition doit privilégier les dialogues lorsque le pays est dans une situation d'instabilité récurrente. C'est comme ça que je vous ai dit, un dialogue contre l'ennemi est opportun. Mais un dialogue sur la gestion de Tshisekedi n'a pas son sens d'être. Regardez un peu en France, par exemple. Les niveaux de la radicalité de l'opposition française. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, ils sont nombreux. Près de 6 premiers ministres en une année. Hein, ils ne sont pas d'accord. Tel vient, on les vince à travers... Mais ils ont organisé combien de dialogues? Chez eux, là-bas, ils ont organisé combien de dialogues? Vous avez parlé de l'illégitimité du pouvoir en place. Moi, je vous informe, c'est pour la première fois qu'on assiste à une opposition illégitime. Pour la première fois. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, qu'on assiste à une opposition illégitime. Une opposition qui ne bénéficie pas de l'approbation et de la bénédiction du peuple. Comment vous pouvez imaginer? Donc cette opposition n'a pas l'approbation du peuple. Non, mais pas du tout. Cette opposition est incapable de mobiliser la population. Mais dites-moi, contre le pouvoir en place. Qui est ce leader de l'opposition qui peut donner ne serait-ce qu'un mot d'ordre pour décréter une ville morte? Qu'ils disent aux Congolais, ne sortez pas. Nous décrétons une ville morte. Qui est ce leader de l'opposition? Ne pensez-vous pas que la question, par exemple, du changement de la Constitution ou de la révision de certaines dispositions de la Constitution pourrait passer par le dialogue? Après, on pourrait passer à l'étape institutionnelle. Mais la question de la révision de la Constitution, cette question est résolue dans la Constitution, mon cher ami. Les organes qui sont habilités à prendre l'initiative de la révision constitutionnelle sont indiqués par la Constitution de notre pays. Ne changeons pas la règle du jeu pendant le jeu. Vous voulez créer quoi au juste? Vous voulez créer un dialogue contre la Constitution. C'est ça, le vœu des opposants. Mais non. Manik Sienda, on va finir par cette question. Que dites-vous de ceux qui pensent que Félix Tshisekedi n'a plus de mandat, mais il a une mission? J'ai donné un point de vue qui ne s'accommode même pas à la formulation de celui qui a dit Tshisekedi a un mandat, n'a pas de mandat plutôt de... Il est ministre en fonction. Ben, moi je parle plutôt du président de la République. Très bien. Et du chef de l'État. Dans notre constitution, malheureusement, on donne au président de la République son statut de président de la République, l'identité du président de la République, mais avec un pouvoir de chef de l'État. Parce qu'il y a une différence entre président de la République et chef de l'État. Le président de la République est une institution comme toute autre institution, gouvernement, parlement, ainsi que le cours des tribunaux. Et par rapport au principe de Montesquieu, celui de séparation de pouvoir, l'institution président de la République ne peut pas s'interférer aux compétences dévolues aux autres institutions. Ça veut dire que le président de la République est placé sur le même pied d'égalité. Maintenant, qui a été élu? Le président de la République ou c'est le chef de l'État? C'est le président de la République. Qui porte le mandat? C'est le président de la République ou c'est le chef de l'État? C'est le président de la République. Encore un autre élément de démarcation. Très bien. Le président de la République préside la République. Le chef de l'État est le chef de l'État. On peut présider sans être chef.
Ok. Ce qui veut dire, le chef de l'État peut être président de la République, mais le président de la République ne peut pas être forcément chef de l'État. Ok. Lorsqu'on parle du chef de l'État, Balobi, chef de l'État, l'État dans tous ses compartiments, l'État avec tous ces éléments qui les constituent, les territoires, la population, le pouvoir et ainsi que la souveraineté. Ça veut dire que le chef de l'État est même le chef de l'institution président de la République. Le chef de l'État est le chef du gouvernement. Le chef de l'État est le chef du Parlement, mais aussi des cours et tribunaux. Regarde le piège. C'est en cela que je parle de ce binôme qui a été entretenu par le pouvoir constituant. Les binômes constitutionnels qu'on appelle la fraude. Il y a une différence entre ce qu'on appelle la fraude constitutionnelle et la fraude à la Constitution. Okay. La fraude constitutionnelle, c'est une fraude qui a été déjà entretenue par le pouvoir constituant originaire dès l'élaboration de la Constitution. Je vais vous le démontrer. Tandis que la fraude à la Constitution, c'est une fraude qui intervient par les moyens de la révision constitutionnelle. C'est une fraude entretenue par les organes qui ont le pouvoir de modifier la Constitution. Preuve. Le changement du scrutin de ballotage de 2 à 1 seul tour, c'est une fraude à la Constitution. C'est passé par la révision du 20 janvier 2011. Wow. Maintenant, revenons à la fraude constitutionnelle, la fraude originelle. Une fraude qui a été déjà entretenue à la source de l'élaboration de la Constitution. Vous avez par exemple un cas. Le président de la République. C'est une institution justiciable devant son juge naturel, son juge pénal qui est la Cour constitutionnelle. Mais à ces mêmes présidents, on lui donne la latitude de choisir 3 juges qui composent la Cour constitutionnelle. Ça veut dire, on fait du président de la République juge et parti. Ça veut dire, on vous demande de choisir des juges qui vont vous juger. Alors qu'il y a un principe de l'indépendance de la justice. Ça frise. Pourquoi? Parce que le constituant voudrait regarder le président, mais il lui donne le pouvoir d'un chef de l'État. J'entre encore dans le domaine législatif. Okay. Là où on élabore les lois. C'est un apanage du pouvoir législatif. Les parlements dans sa bicaméralité, l'Assemblée nationale et les Sénats. Maintenant, regardez dans toutes les étapes législatives. On donne au président de la République 2 étapes majeures. Après que la loi provienne soit du gouvernement qu'on appelle projet de loi, de l'Assemblée ou du Sénat, proposition de loi, la loi est arrivée au niveau du Parlement, on débat sur la loi. Le projet de loi, on adopte le projet de loi. Après l'adoption, la loi passe par la promulgation du président de la République. Première étape. Mais là-bas, les pouvoirs constituants ont limité le pouvoir du président de la République. Parce que la Constitution dit en ayant 15 jours, si le président ne promulgue pas, la loi est d'office promulguée. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Pour qu'une loi ait des effets juridiques à l'égard des tiers, il faut que cette loi soit publiée par le journal officiel qui du reste est un service d'attache à l'institution président de la République. Deuxième aspect, on donne au président de la République. C'est lui qui est lié au principe de Montesquieu. C'est lui qui ne doit pas s'interférer aux compétences dévolues des autres institutions. Exactement. On lui donne quand même le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Quand même le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Pouvoir législatif. Les plus hauts magistrats prêtent serment, pardon, le pouvoir judiciaire prête serment devant le président de la République. Je vous ai dit, le président a la latitude de choisir les 3 membres qui composent la Cour constitutionnelle. Donc, le pouvoir du chef de l'État est très étendu. Ah, c'est ça même la fraude. C'est-à-dire, on donne une identité du président de la République, mais le pouvoir de fait, c'est un pouvoir du chef de l'État. Et en tant que chef de l'État, c'est celui qui a la mission. Le président de la République n'a pas une mission, mais plutôt un mandat. Mais le chef de l'État a une mission. Et la mission du chef de l'État est une mission qui se définit au 2e degré. Même le président de la République.
La mission du président de la République n'est pas perçue au premier degré. Et quelle est la durée de la mission du chef de l'État? La mission du président de la République est ce qu'on appelle le programme du gouvernement. Parce que, en ce qui concerne les responsabilités politiques, les constituants a dépourvu au président de la République de toute sa responsabilité politique devant le Parlement. Voilà pourquoi le président n'engage pas sa responsabilité en ce qui concerne la gestion de la res publica devant l'Assemblée nationale et les Sénats. Cette compétence revient au gouvernement. C'est le gouvernement qui élabore le programme du gouvernement et qui endosse sa responsabilité devant le Parlement. Ce qui voudrait dire que le président de la République a une vision et la vision du président de la République se transforme à une mission cristallisée par un programme du gouvernement porté par le gouvernement devant l'Assemblée nationale. En deuxième lieu, le mandat du président de la République, comme l'a dit l'article 70 de la Constitution, de 5 ans renouvelables une seule fois. Ce mandat-là est limitatif. Mais le pouvoir du chef de l'État est illimité. Question. Le mandat de Joseph Kabila devrait s'arrêter le 19 septembre 2016. Maintenant, c'est lui qui a géré les pays entre 2016 jusqu'en 2018. C'est le président de la République ou c'est le chef de l'État? C'est ça la dimension profonde de ces débats. Malheureusement, ceux-là qui arrivent avec ces débats, mandat, mission, ils restent là sur un discours figé sur des concepts politiques, purement politiques. Non seulement politiques, mais génériques sans contenu. Militantistes. Encore militantistes. Il faut creuser le fond du problème. Et d'ailleurs, mais c'est lui qui a tenu ce propos, c'est un routinier de la politique. Peut-être qu'il a jeté le pavé dans la mare, question de sensibiliser tous ceux-là qui ont des matières juridiques pour affermir encore ce c'est de sa liberté, c'est de sa responsabilité, mais Manix Yenda ne réfléchit pas par procuration. Moi, je vous donne l'intelligence Made in Yenda. Ce que j'ai appris. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, le piège, c'est que lorsqu'on organise les dialogues, l'ordre constitutionnel tombe. Parce que le dialogue découle d'un autre modèle de démocratie. Exactement. Qui n'a rien à voir avec la démocratie électorale. Les dialogues découlent de la démocratie consensuelle. Et lorsqu'on opte pour une démocratie consensuelle, l'ordre constitutionnel établi tombe. C'est ce qui s'est passé avec l'accord de Saint-Sylvestre. L'ordre de la Constitution tombe du moment où nous avons créé une légitimité politique qu'on appelle les cadres du dialogue, démocratie consensuelle. Et toutes les décisions qui découlent du dialogue, c'est supposé validé par le peuple. Comme pour parce dire que nulle part le dialogue pourrait être à l'avantage de Félix Tshisekedi. Bien sûr que oui. De l'opposition. Parce que lorsqu'on vous dit dans le dialogue, quel deviendra, vous savez dans quelle disposition de la Constitution un opposant qui n'a pas la majorité au Parlement peut devenir Premier ministre, si ce n'est pas le dialogue. Très bien, Manix Yenda, je crois que... Ça veut dire, au nom de ce dialogue-là, Tshisekedi peut rester dans ce pays même jusqu'en 2050, comme chef de l'État. Comme chef de l'État. Là, il va lâcher sa responsabilité de président de la République. Il va guider les pays comme chef de l'État jusqu'à accomplir sa mission. Comme Kabila l'a fait de 2016 jusqu'en 2018. Comme étant, et ce qui paraît un tout petit peu comme étant une jurisprudence. Hein. Bien sûr que oui. Très bien, Manix Yenda, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Nous serons très heureux de vous recevoir très prochainement. Mesdames, Messieurs, vous l'avez suivi, il est très brillant et il a pu brosser ces questions d'actualité avec beaucoup d'objectivité. Merci à vous de nous avoir suivis et que Dieu bénisse la République du Congo. Sachez que le Congo restera un et indivisible. De cet état est fini.